Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital et une émission exclusif, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. L'iconique invité est habité par la mode, la création, l'héritage et l'image. Il est historien, poète, performeur et directeur artistique. Il joue avec les mots autant que les silhouettes. Olivier Saillard est un nom et il est dans Iconic Business aujourd'hui. Passage comme lui par le Palais Galliera qui, comme lui, rend hommage au couturier collectionneur Azzedine Alaïa. Reportage à suivre d'Eva Jaco. La plus grande foire d'art moderne et contemporain, c'est en ce moment Paris Plus par Art Basel au Grand Palais éphémère. Dans un instant, on retrouvera son directeur Clément Delepine. Sans oublier l'iconique capsule. Après les restaurants, le guide Michelin distinguera en 2024 les meilleurs hôtels, des clés à décrocher. C'est Iconic Business. Bienvenue. Olivier Saillard, l'iconique invité aujourd'hui que nous retrouvons au cœur de la fondation Azzedine Alaïa, dont il est le directeur. C'est dans le Marais, la même où le couturier a vécu. Olivier Saillard, c'est donc dans le Marais, dans le centre de Paris que vous nous accueillez, au sein de la fondation Azzedine Alaïa, d'ailleurs dont vous êtes le directeur. Que fait-on dans cette fondation et quel est votre rôle précisément ? La fondation Azzedine Alaïa a été voulue par M. Alaïa lui-même. À sa disparition, il souhaitait que toutes les collections qu'il a créées puissent être préservées, conservées, montrées à un public. Et il a été aussi un grand collectionneur de toute l'histoire de la mode, de tous les grands couturiers qu'il admirait. Il en a acquis près de 20 000 pièces. Et donc, nous avons pour vocation de montrer ce patrimoine, de le transmettre à tous les publics qui veulent bien pousser la porte ici, rue de la Verrerie. Et le transmettre à Iconic Business, parce que si vous nous suivez à la télévision, si vous nous suivez en replay, vous pouvez découvrir autour de nous les œuvres, les chefs-d'œuvre d'Azzedine Alaïa, mais pas seulement, ça on en parlera avec vous juste après. Vous êtes aussi directeur artistique image et culture de Weston, historien de la mode, ancien directeur du musée de la mode à Paris, à Marseille. Vous êtes en fait quoi, un spécialiste de l'image, un spécialiste de la création ? Je pense que je suis un spécialiste de l'histoire de la mode, pour être plus juste. Et j'ai toujours considéré que l'histoire de la mode pouvait être un sujet de réflexion, de transmission ou de création. Donc j'ai essayé aussi, à partir de ces rouleaux de tissu qui racontent l'histoire de la mode, de faire de la création avec cela. J'essaie de trouver l'essentiel qui puisse transmettre à quelqu'un qui ne connaît peut-être pas la mode, ou peut-être qu'il apprécie déjà, la valeur de ce travail. Et non pas que l'image, peut-être, mais vraiment la valeur. La valeur, et on va chercher un supplément d'âme, et presque l'émotion aussi quand on se balade au milieu de ces créations et on peut imaginer le cheminement des créateurs. Il y a sans doute ça aussi. Tout à fait. Il y a vraiment un itinéraire, un processus de création qu'il nous plaît de raconter. À l'étage, on peut regarder le studio de M. Alaïa, là où il crée les vêtements. On essaie de concevoir un parcours complet sur ce format de la création. Et quant à votre parcours, vous êtes plutôt du genre, quand on voit tout ce que vous avez pu faire, ce que vous faites à l'heure actuelle, plutôt du genre à saisir les opportunités, à picorer les expériences ou à confectionner le parcours parfait ? J'essaie d'apprendre moi-même. Je me dis souvent que si j'apprends rien moi-même d'une exposition, peut-être que je ne vais pas transmettre une chose fracassante. Et profiter de ce précepte d'Azzedine Alaïa lui-même, ce grand couturier, laisser un signe dans votre vie pendant que vous êtes en train de la traverser. C'est ça aussi qui vous anime ? Oui, je trouve que vraiment, j'ai toujours été très séduit, très fasciné par tous ces couturiers de l'histoire de la mode, passée et contemporaine, qui racontaient la vie, leur œuvre à coup d'une manche, d'une couture, d'un dos plissé. Les écrivains, on sait qu'il y a le style de l'écriture, et je trouve que chez les couturiers, il en est de même. Qu'il s'agisse de Christian Lacroix, de Vivienne Westwood, d'Azzedine Alaïa, de Jean-Paul Gaultier, on peut reconnaître un style. Et ça m'a toujours fasciné, qu'on puisse écrire sa vie avec des morceaux de tissu. Et ça veut dire que vous pouvez reconnaître tous les styles ? Pas mal, des fois je me trompe. C'est agréable aussi. À la marge. Pour vous découvrir davantage, et comme chaque semaine, les iconiques de l'invité, ils disent beaucoup de vous, outre les lieux, ce lieu dans lequel on se trouve, la fondation Azzedine Alaïa. Dans votre top 3, il y a une femme, pas n'importe laquelle, Tilda Swinton. Il y a vos collaborations et votre côté beaucoup plus artiste affirmé, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Mais je dirais que c'est très lié aussi.
Quand j'ai contacté Tilda Swinton pour faire une performance à partir du patrimoine du Palais Galliera, je l'avais contactée parce que je trouvais qu'elle avait la peau beige comme la pierre du Palais Galliera et qu'elle était elle-même un piédestal, un socle. Au début, nous faisions des performances à base de mots et puis petit à petit, on est entré dans les vêtements pour imaginer que le vêtement lui-même était peut-être cette page de lecture poétique. C'est joliment dit. Et avec une belle transition dans ce que vous avez choisi justement dans vos iconiques, vous parlez des livres, des ouvrages de Violette Leduc, plus particulièrement La folie en tête. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous anime? C'était une rencontre littéraire. Je ne me sens pas spécialiste de littérature. J'aime beaucoup lire, mais un jour j'ai découvert les écrits de Violette Leduc. Il y a quelque chose presque d'art brut dans son écriture. Il y a un côté sulfureux, mais il y a surtout une écriture solitaire qui m'avait chaviré. Et La folie en tête est une forme de long récit fleuve, à la fois poétique. Il y a des résonances avec le monde de l'époque contemporain qui m'avait énormément plu. Et surtout ce chemin de solitude. Évidemment, on termine ce top 3 avec Madame Gray, Germaine Krebs, Alix aussi. On la voit autour de nous si vous nous suivez justement, parce qu'on voit ses créations sculptrices, modistes, il y a eu du parfum également et il y a ce fameux pli Gray. Oui, c'est une technique qu'elle s'est inventée à elle-même. C'est un drapé qui fait très référence à l'Antiquité. Elle a travaillé des années 30 aux années 80. Et M. Alaya disait que le futur était vraiment très incertain, que seul ce qui était très agréable à lire était le passé. Je continue de penser pareil. Et que c'est une responsabilité. Nous devons connaître le passé dans la création ou dans d'autres domaines pour mieux s'armer. Vous avez été à l'origine de la scénographie, de la mise en place de nombreuses expositions. On dit de vous que vous avez bousculé les codes de la présentation de la mode, notamment dans les musées. En quoi vous avez chamboulé ces codes ? Je ne sais pas trop. Peut-être que je n'avais pas de goût de mettre des vitrines, de mettre sous cloche. Je considérais que le vêtement s'appréciait davantage comme une sculpture que comme une peinture. Parmi vos nombreuses expositions, est-ce que vous en avez encore une qui résonne particulièrement, une qui est la plus fétiche pour vous dans votre parcours? Écoutez, je me souviens qu'en 2011, j'ai fait une expo, la première rétrospective de Madame Gray au musée Bourdelle, qui est un des endroits les plus charmants de Paris, et que c'est une expo que j'ai fait vraiment avec un budget très restreint, mais c'est celle dont on m'a parlé le plus. C'est celle pour laquelle les couturiers m'ont envoyé le plus de messages d'admiration de l'œuvre de Madame Gray. Elle reste à part, peut-être. Azzedine Alaïa, grand couturier donc, et 10 ans après la grande rétrospective au Palais Galliera, le musée accueille une nouvelle exposition. Vous y êtes pour beaucoup et je vous propose de découvrir ces images. Reportage d'Eva Jaco. Pas moins de 140 pièces de 53 créateurs sont exposées ici. Une sélection pointue parmi les 20 000 pièces qu'Azzedine Alaïa a réunies au fil de sa vie et dans le secret. Une collection qui retrace l'histoire de la mode, dévoilée pour la première fois au public. C'est ce qu'on va découvrir. Myrène Arsalous, bonjour. Vous avez orchestré avec Olivier Saillard cette exposition. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, au Palais Galliera, de vous lancer dans cette aventure ? Bon, déjà, c'est une collection extraordinaire. C'est très probablement la collection privée la plus importante qui existe à l'international. Donc, c'est sa qualité, sa dimension qui font de cette collection une collection extraordinaire. Et aussi le rôle d'Azzedine Alaïa en tant qu'historien, conservateur, quelqu'un qui a sauvegardé ses patrimoines de la mode. Comment a-t-il commencé sa quête de création ? En fait, c'est très précisément, c'est lui qui le racontait très souvent. C'est en 1968, à la fermeture de la maison de Cristobal Balenciaga, qu'il était déjà connu comme couturier à Paris, qui a été invité par Mademoiselle Renée, qui dirigeait la maison Balenciaga jusqu'à ces moments-là, qui l'a invité à choisir tout ce qu'il voulait avant que tous ces vêtements se dispersent, tous ces matériels. Alors dans cette exposition, on retrouve toute l'histoire de la mode sur des siècles et des siècles et les grands noms, bien évidemment, mais aussi des créatrices moins connues, comme c'est le cas derrière nous. Oui, tout à fait. Nous avons des pièces de Claire McCardell, notamment une grande créatrice américaine qui est très peu représentée dans les collections françaises. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est ça qui est extraordinaire dans cette collection, de voir à quel point il était libre dans son regard, dans sa manière d'acheter des collectionneurs. Il y a des créateurs américains comme Adrian, par exemple, qui était un grand créateur des années 40, qui habillait tous les
les stars de Hollywood. Et en même temps, il y a des noms moins connus aujourd'hui en France, des grands créateurs français dont leur maison n'existait plus. C'est pour ça aussi qu'ils sont devenus moins connus, mais qui ont eu quand même un rôle fondamental. Et on trouve aussi beaucoup de créatrices femmes ici, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait, c'est fascinant en tant que femme, en tout cas, de découvrir à quel point les femmes créatrices sont représentées, à quel point la création de femmes l'intéressait, parce qu'il y a quand même un regard sur la construction des vêtements, les rapports, la relation entre les vêtements et les corps, cette liberté des mouvements qui est aussi une liberté d'esprit. Nous voyons d'ici déjà Claire McCardell, Carven, Madame Gray, Vionnet, Chanel, Schiaparelli. Merci beaucoup Myriam Arsalous. Merci à vous. On se retrouve à la Fondation Azzedine Alaïa en compagnie d'Olivier Saillard avec nous pour découvrir justement, et vous découvrez aussi à la télévision et en replay, ces magnifiques créations de ce couturier Azzedine Alaïa, mais aussi de son inspiration, autre couturière, de Madame Gray. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes capable de reconnaître les styles, les techniques parmi tous les autres. Vous avez un biais, un goût, un regard. Votre histoire de la mode, votre histoire idéale de la mode contemporaine, si vous deviez choisir un défilé de mode depuis 1970, est-ce que vous sauriez lequel choisir et pourquoi? Alors, ou deux à la rigueur. Ah, écoutez, je vais peut-être choisir, alors encore au risque de me répéter, un défilé de Madame Gray dans les années 80. Puisque c'est extraordinaire la longévité de Madame Gray. Elle a commencé dans les années 30, elle traverse le XXe siècle. Et je trouve que dans les années 80, elle faisait des vêtements qui auraient pu être de créateurs japonais. C'était à la fois inscrit dans la tradition de haute couture. Ça m'est plus agréable de citer elle aussi pour m'abriter, mais parce que je pense que la mode n'est pas finalement le renouvellement que l'on espère. Il faut durer dans la mode. Si je laisse parler mon cœur, un défilé qui était un hommage à une collection mariage de Yohji Yamamoto, ça devait être 99-2000, qui est resté pour moi inscrit dans ma tête. Ça m'a ouvert des portes. Et ça veut dire que les défilés d'aujourd'hui laissent moins de marques, laissent moins d'empreintes sur le cœur, sur l'âme? Est-ce qu'on est dans quelque chose où le spectacle est davantage en dehors? Non, je crois qu'il y a toujours beaucoup de spectacles. Parfois, on peut même craindre qu'il y en ait trop, qu'il y ait trop de spectacles dans la salle. Mais je pense qu'il y a encore des très très bons arguments pour juger, pour s'émouvoir d'un défilé. Le problème, c'est que le défilé aujourd'hui dure 11 minutes alors qu'il durait 20 minutes et 2 heures dans les années 50. Il y a de vrais bouleversements à l'heure actuelle pour la mode et pas que. Avec l'intelligence artificielle, je vous propose d'en découvrir les détails avec Nathan Cocampo. Oui Audrey, c'est simple. Avec l'IA et des outils parfois gratuits, il est désormais possible de concevoir des vêtements numériquement et la qualité est souvent frappante, comme cette paire de baskets Nike enrichies de broderies. Elles sont d'ailleurs portées par des mannequins fictifs, imaginés par l'intelligence artificielle. Et c'est trompeur, comme l'atteste le nombre de commentaires sous les publications Instagram demandant le prix ou le moyen de commander les pièces. De nouveaux créateurs qui s'inspirent bien souvent des grandes maisons de mode pour aiguiller l'intelligence artificielle. Résultat, on arrive parfois à des combats juridiques, comme entre Hermès et l'artiste Mason Rothschild. Le créateur avait lancé une collection de 100 NFT autour d'un célèbre sac de la maison. Atteinte à la propriété intellectuelle, une plainte est déposée. Plusieurs mois de procès et finalement, Hermès a remporté le procès. Nathan le disait à l'instant justement, Olivier Saillard, on vous retrouve à la Fondation Azzedine Alaïa. Il y a cette évolution, ces bouleversements avec l'intelligence artificielle en termes de création. Est-ce que vous pensez que ça booste la création ou ça tue la création ? En tout cas, ça la met un peu au défi et c'est toujours peut-être agréable, important de se sentir pas menacé, mais mis un petit peu en danger. J'aimerais qu'on se quitte avec quelques détails sur ce qu'est Moda Povera. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus précisément? Ça dit aussi beaucoup de vous. Moda Povera, c'est un label qu'on a lancé, collectif, où nous essayons de réfléchir à la situation du vêtement en mouvement. C'est l'idée de montrer au monde que l'on peut faire de la mode sans vendre un seul vêtement. Et c'est ce que nous faisons. Merci Olivier Saillard de nous beaucoup. avoir accueillis à la Fondation Azzedine Alaïa au cœur de cette exposition Alaïa Madame Gray. Vraiment allez découvrir les images et rendez-vous
pour cette exposition. C'est en ce moment, il faut en profiter en plein cœur de Paris. La semaine prochaine, d'ailleurs, on recevra quelqu'un que vous connaissez, Marc Dury, le président de Weston. Ah bah oui, très bien. Peut-être il aura quelques indiscrétions sur vous. Dans un instant, retour en plateau pour le rendez-vous d'art à ne pas rater à Paris. Tout de suite, c'est l'iconique capsule. Vous n'êtes pas passé à côté, c'est sûr. Le guide Michelin distinguera aussi à présent les hôtels. Son nom, la clé Michelin, une nouvelle distinction qui sera décernée aux établissements qui proposent les expériences hôtelières les plus exceptionnelles. Les équipes du précieux guide ont sélectionné plus de 5000 hôtels répartis dans 120 pays. Des maisons audacieuses récompensées pour leur parti pris architecturaux, leur savoir-faire et la personnalité de leurs établissements. La clé Michelin s'appuie sur 5 critères. Une destination à part entière, l'excellence en matière d'architecture et de design intérieur, la qualité du service, la personnalité, l'âme du lieu et la cohérence entre le niveau de l'expérience et le prix. Une nouvelle approche du guide Michelin qui souhaite, comme pour les étoiles, offrir une reconnaissance du travail mené en équipe par des professionnels et des passionnés de l'hôtellerie. La clé sera délivrée après un ou plusieurs séjours menés anonymement par les équipes de sélection du guide Michelin. Rendez-vous donc début 2024 pour découvrir le premier palmarès. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Tous les midis sur BFM Business, 90 minutes business décrypte l'actualité économique, l'évolution des marchés financiers, les entreprises qui marquent l'actualité, l'analyse des meilleurs experts autour de Sandra Gondouin et Jean-Marc Daniel. Puis à 13h, 90 minutes business répond à toutes vos questions et vous donne les clés de l'économie au quotidien. 90 minutes business avec Sandra Gondouin du lundi au vendredi à midi sur BFM Business. Le voir prendre vie, sentir son parfum, goûter sa finesse, entendre son éclat et atteindre l'excellence. Éveillez tous vos sens en savourant un chocolat noir d'exception. Lindt, maître chocolatier suisse. Le Volvo XC40 100% électrique est à partir de 380 € par mois. BFM Business, la France a tout pour réussir. Votre programme avec Aqua Allegoria Forte. Guerlain. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Notre sélection, c'est notamment Clément Delépine, directeur de Paris Plus par Art Basel. Bonjour. Bonjour. Et évidemment, la sélection de la semaine avec Nathan Cocampo, un retour, pas n'importe lequel, celui de Cadillac sur le marché européen. Oui, avec des modèles électriques. General Motors espère vendre ses nouveaux modèles en Suède, en France, en Suisse, et ce, dans les 2 prochaines années. Une nouvelle chance pour le constructeur qui s'était retiré du continent en 2017 après des années de pertes. Le premier modèle électrique proposé est le Lyriq à plus de 85 000 €. D'autres viendront dans les prochaines années. Première livraison prévue début d'année prochaine. Wes Anderson crée l'événement chez Prada. Le réalisateur du Grand Budapest Hotel ou de Moonrise Kingdom s'installe dans la fondation milanaise de la maison de luxe pour une exposition haute en couleurs. Le thème, son dernier film, Asteroid City. Un parcours immersif dans le désert américain. Costumes, miniatures, accessoires, les fans seront comblés. L'exposition dure jusqu'en début d'année prochaine. Et on pourrait combler aussi une vente historique chez Sotheby's. Oui, une collection de joaillerie d'exception sera mise en vente début novembre à Genève. Son nom, Vienne 1900, la collection impériale et royale, donc organisée par Sotheby's. Ces bijoux sont issus des plus grandes familles princières d'Europe. Il y a 250 pièces comme celle d'Eudoxie de Bulgarie, des bijoux enterrés ayant traversé la Seconde Guerre mondiale et l'histoire, voyagé jusqu'en Égypte, diamants en tout genre, rubis, broches, bracelets. La vente est prévue le 6 et 7 novembre.
Kitchen, le nouveau restaurant de Stéphanie Lequelec à l'hôtel Madame Rêve. La chef doublement étoilée s'installe dans ce lieu parisien magique sous un plafond de 8 mètres de hauteur. Une ambiance belle époque et une cuisine contemporaine autour de plats simples. Tartare, au Samuel, épaules d'agneau confite, tout cela à 2 pas du Louvre. On a toujours des super adresses avec vous, Nathan Cocampo, pour cette sélection. Merci pour cette semaine. Clément Delépine, directeur de Paris Plus par Art Basel. C'est quoi? C'est la déclinaison de la foire annuelle qui a lieu à Bâle. En fait, c'est le rendez-vous de l'art à Paris, foire d'art moderne et contemporain. Tout à fait, foire d'art moderne et contemporain qui réunit 154 galeries françaises et internationales au Grand Palais éphémère cette année pour sa seconde édition et au Grand Palais l'an prochain pour la réouverture. C'est un lieu où on flâne, on se rencontre, mais aussi où on fait des affaires. Tout à fait, c'est tout ça à la fois. C'est une intersection où dans un même espace et dans un même temps, on réunit collectionneuses, collectionneurs, grands artistes et grandes galeries. Déjà une deuxième édition, est-ce qu'on a des évolutions par rapport à la première et donc cette deuxième très attendue? Alors on a des évolutions bien sûr à l'intérieur du Grand Palais éphémère puisque la liste des exposants a changé assez peu, marginalement, mais sur un événement de cette taille de manière relativement substantielle. On rajoute des galeries d'importance à la liste d'exposants et on élargit cette année le programme public à d'autres sites puisqu'il nous semble important de pouvoir aussi s'adresser à des publics en dehors des murs de la foire. Et donc, on a mis en place tout un réseau de collaborations institutionnelles à travers la ville. C'est pour aller glaner un autre public, pour une œuvre de pédagogie aussi? En quelque sorte, oui, ça me semble important qu'on puisse donner de l'art à voir gratuitement et de manière la plus ouverte possible à différents publics, puisque le ticket d'entrée, effectivement, pour un événement comme Paris Plus est 40 €, ce qui est un prix qui est moins cher que les autres foires Art Basel, mais qui est relativement conséquent malgré tout pour le grand public parisien. Et puis surtout, c'est un lieu où on peut être impressionné. Et donc, on a la possibilité là d'accéder à d'autres œuvres. Pour donner quelques exemples, un programme public au Jardin des Tuileries, la place Vendôme, la chapelle des Petits Augustins des Beaux-Arts de Paris, le Palais d'Iéna et le Parvis de l'Institut de France, c'est ça? Tout à fait, oui, absolument. Avec des œuvres diverses et variées? Avec des œuvres diverses et variées, avec des groupes d'œuvres, avec une exposition, plusieurs expositions dont le commissariat ont été confiés pour les Tuileries à Annabelle Ténez, directrice du Louvre-Lens, et pour le Palais d'Iéna à Mathieu Poirier, historien de l'art et commissaire indépendant. Et tout le volet des conversations, donc la partie discursive, a été coproduite avec le Centre Pompidou et se déroulera dans le Forum du Centre. Plus de 150 galeries venues du monde entier. À côté, des galeries émergentes, ce sont quoi? Des galeries invitées? C'est une ouverture sur le monde? C'est un point d'accès dans cette foire, dans ce rendez-vous? Alors, ce ne sont pas des galeries invitées, ce sont des galeries qui financent leur participation. Le financement est facilité par un partenariat avec le groupe Lafayette, mais ce sont des galeries qui sont avant-gardistes, si je puis dire, sans agisme, parce que l'art émergent, c'est pas une question d'âge. Certains artistes sont septuagénaires, leur travail est redécouvert, leurs pratiques ont été invisibilisées pendant quelques années. Et c'est surtout, ce sont des galeries défricheuses qui prennent un certain nombre de risques et qu'on décide de mettre à l'honneur puisqu'elles sont positionnées au centre du parcours de la foire. Justement, comment on dessine la proposition? Comment on oriente ce qui fera le sel de l'édition? J'imagine que ça se pense des mois en amont. Comment ça s'articule? Comment ça se dessine? Typiquement, vous parliez avant de l'itération française de la foire de Bâle. Pour nous, il nous semblait important d'avoir un profil distinct par rapport aux autres foires du groupe Art Basel, qui sont Bâle, Miami et Hong Kong, en mettant notamment en avant la scène française, puisque à peu près un tiers des exposants, 60 galeries ont des espaces en France, 62 au moment de la foire, puisque 2 galeries étrangères ouvrent la semaine prochaine, et même un peu plus. Donc c'était important pour nous de nous distinguer de ce point de vue-là et de mettre la scène française sur un pied d'égalité avec la scène internationale. Et c'est le choix qu'on fait avec le comité de sélection, puisque les galeries sont invitées à candidater pour la foire et jugées par leurs pairs, si je puis dire, puisque le comité de sélection est composé de galeries. Des galeries qui sélectionnent en leur sein des artistes, leurs stars, les artistes les plus vendeurs, ceux qui font l'objet de spéculation, ceux qui peuvent attirer les investisseurs? Alors, les galeries sont rarement à la manœuvre pour ce qui est de la spéculation sur le travail des artistes. Mais naturellement, il y a toute une sélection qui s'opère. C'est une équation assez savante entre les artistes qu'on est sûr de vendre, les artistes comme Lily Renaud de War qui ont une actualité institutionnelle dans la ville et les paris que l'on fait et les artistes qu'on souhaite introduire à de nouveaux marchés. Vous avez répondu en partie. On va chercher quoi? La rigueur de la programmation, des noms, aussi des spécificités et des originalités, parce qu'on a besoin d'un écho aussi pour de tels événements. Tout à fait. On a besoin de se distinguer aussi des autres galeries à côté desquelles on expose.
En fait, les galeries du secteur général sont invitées à candidater avec ce qui compose leur programme. Donc généralement, elles candidatent avec plusieurs artistes assez emblématiques de leur ligne de programmation. Ouais. Et de votre côté, qu'est-ce qu'on attend d'une foire de cette envergure? On a besoin d'asseoir aussi la notoriété de ce rendez-vous à Paris, parce que c'est une spécificité. Et en termes de visite, de vente et de recettes, on attend quoi? Écoutez, c'est une alchimie assez complexe parce qu'il faut qu'en même temps que ce soit un succès pour les galeries, il faut que ce soit un succès pour les visiteurs d'exception qui visitent l'événement, mais il faut aussi que ce soit un succès public, que l'événement puisse être approprié par le grand public et que finalement puisse s'ancrer dans le paysage culturel parisien et français. Donc c'est un petit peu, on est attendu à tous ces tournants-là. Et pour vous, le succès, c'est quoi? C'est tout ça? C'est tout ça à la fois, oui. Ouais. Pour moi, le succès, c'est tout ça à la fois. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de différent, ce rendez-vous à Paris? Une deuxième édition seulement, mais un retentissement impressionnant. C'est la continuité, c'est la suite, c'est l'après-FIAC. Qu'est-ce que vous avez réussi? Je crois qu'on a réussi en fait à satisfaire les attentes, parce qu'il y avait beaucoup de fantasmes aussi sur les attentes que provoque la marque Art Basel. Je crois qu'on a réussi à proposer un événement au Standard bâlois, qui a fait venir à Paris des gens qui n'avaient pas ou peu l'habitude d'y venir, et que voilà, on a réussi à réunir en un temps relativement record, puisque l'an dernier on a eu 9 mois pour lancer la foire, des œuvres d'art d'un calibre institutionnel, une liste de galeries tout à fait impressionnante, et je crois qu'on a rajouté notre pierre en fait à l'édifice, puisqu'on vit en ce moment un moment parisien qu'Art Basel ne crée pas, mais que Art Basel a la vocation et l'ambition d'accompagner et d'amplifier. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur la prochaine édition? Est-ce que vous avez déjà une vision pour l'année prochaine? Bien sûr, et 2025 déjà, oui. Et déjà 2025? Oui, parce qu'en fait, on lance l'édition. On a eu la possibilité de se réinventer complètement en fait, sur trois éditions, puisque la première édition, l'édition inaugurale, s'est lancée en très peu de temps. Cette année, on a une année calendaire complète pour lancer l'édition du Grand Palais éphémère, mais qui reste une édition de transition, avec une part d'expérimentation. Et l'an dernier, pour le retour au Grand Palais, c'est encore un autre contexte, avec plus de galeries, plus de possibilités et plus de contraintes aussi. Est-ce que vous avez, au sein de ces galeries, la possibilité de nous dire si vous avez un chouchou, quelque chose ou un attachement particulier, ou vous ne pouvez pas vous prononcer? Alors, sur 154 exposants, je ne vais pas prendre le risque de me faire 153,5. Donc non, je vais réserver mon jugement. Vous allez rester, et c'est une invitation à découvrir l'ensemble, justement, avec Paris Plus par Art Basel et cette édition à découvrir au Grand Palais éphémère. Merci Clément Delepine, directeur de Paris Plus par Art Basel, d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by